welcome to my channel. Dans une autre vie, j'aurais pu être influenceuse anglophone. D'ailleurs, ma ville de cœur, ça a toujours été et ça restera New York. C'est ma ville préférée du monde après Paris. Et je pense que mes parents auraient dû naître à Brooklyn ou dans le Queens, un truc comme ça. Bref, vraiment j'aime trop New York. C'est dans ma bucket list d'y travailler, je pense pendant au moins 1 an. Et j'espère, si Dieu le veut, pouvoir le faire dans ma vie. Bref, vous avez été nombreuses à me demander de faire une vidéo de présentation sur ma chaîne. C'est chose faite parce que la voici. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram depuis maintenant le début. Vous êtes des anciens et voilà. Ça fait, je pense, depuis octobre 2020 à peu près. Donc vous connaissez un petit peu ma life, ce que j'ai fait dans la vie, c'est quoi mes rêves, qu'est-ce qui anime mon âme. Et puis voilà, il y a d'autres personnes qui sont arrivées en cours de route et des personnes qui me découvriront avec cette vidéo YouTube. Pour le petit topo, donc moi je suis surtout sur Instagram de base. J'ai commencé à faire des live Twitch et des vidéos YouTube il y a peu. Parce que j'aimais le format long, j'aime échanger, c'est plus ergonomique, enfin voilà, pour plein de raisons. Sur Instagram, on parle de plein de choses. Mes abonnés ont tendance à dire que c'est une safe place, très bienveillante, qui est motivante à faire plein de choses, à sortir de sa zone de confort et aussi à parler de lifestyle, de nourriture, de flan à la pistache, de livres, de sociaux, d'inégalités sociales, de projets, de mindset, d'entrepreneuriat, d'études, d'orientation, d'expatriation, franchement de plein de choses. Dans ma vidéo sur le VIE, je donnais un petit peu le programme de mes prochaines vidéos, notamment pourquoi j'ai quitté mon CDI, mon retour sur la prépa, enfin plein de choses. Donc voilà, on parle d'un peu de tout et on essaye de se motiver, ne serait-ce que à faire un tour sur Paris, prendre l'air, faire un peu de sport et tout. C'est l'esprit de mon compte Instagram, pouvoir aider, inspirer et échanger pour qu'on puisse faire de toutes nos différences, nos qualités, nos richesses, etc. une force et qu'on puisse s'élever ensemble. En parallèle de mon rôle de créatrice de contenu, je suis aussi auteure parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Une âme errante, qui est un recueil poétique. J'ai écrit un second livre qui va être vraiment un mode d'emploi pratique sur plein de choses, comment cheminer vers l'excellence, que ce soit d'un point de vue orientation professionnelle, expatriation, etc. Quête du savoir, comment réviser, bref, franchement ça va vraiment répondre à énormément de questions qu'on me pose tous les jours et là vous l'aurez en livre, donc j'ai hâte. Et je fais aussi des podcasts, donc Yahsen Time, où aussi on parle de plein de petites choses de manière un peu plus apaisée, un peu plus profonde et tout. Voilà, et YouTube, c'est ma deuxième vidéo et ça va être une petite présentation. Je vais essayer de la faire courte, donc il y a plein de sujets bien sûr qu'on peut développer et s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce que j'ai fait, c'est que pour pas m'interviewer moi-même, parce que je trouve ça un peu bizarre et on a du mal en général à parler de soi, j'ai fait un petit script prompt ChatGPT et je lui ai demandé de me poser des questions pour une vidéo YouTube présentation. Voilà, ChatGPT c'est un outil que j'utilise souvent pour ce genre de choses, enfin pour faire plein de trucs avec. Donc première question, peux-tu nous parler de ton parcours depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Alors, petit parcours, on passe l'enfance en termes de CV. Et là, je vais présenter un peu le CV LinkedIn classique. J'ai fait un bac ES, une prépa ECE. Ensuite, j'ai préparé les concours aux grandes écoles. J'ai passé le concours. Je suis partie dans une école gratuite pour les boursiers, qui est l'Institut Mines Télécom Business School. J'ai fait le programme grande école classique avec tous les fondamentaux du management, gestion, compta, innovation, start-up, enfin plein de choses, droit du travail et tout. Et j'ai fait un master partagé avec l'école d'ingénieurs du coup Télécom Sud Paris, ingénierie en système d'information. J'ai fait mon échange universitaire à Montréal, à l'UQAM, et j'ai étudié tout ce qui est RSE, politique de diversité, etc., gestion du genre, tout ça. Ensuite, pendant mon master, j'ai fait un stage du coup de fin d'études dans un cabinet de conseil en tant que consultante en transformation digitale. J'y suis restée à peu près 1 an et demi. Je suis partie à Dubaï travailler pendant un peu moins de 2 ans en tant que chef de projet IT dans la région Moyen-Orient pour une maison du groupe LVMH. Je suis rentrée, je suis partie au Canada, à Québec du coup, et j'ai travaillé pareil en tant que consultante en transformation digitale, PMO, voilà. J'ai fouillé dans mes memories Snap et bon, c'est un petit peu fastidieux, mais je fais un petit récap. École de commerce, c'était trop bien. Association, maraude, faire des tours en spaghetti. Ça aura pris 300 jours. Mais ça y est. Je commence à mon échange universitaire à Montréal.
Montréal à l'UQAM. Je m'en rappelle comme si c'était hier, je suis partie le 1er janvier parce que comme c'était férié, les billets étaient moins chers et j'ai été choquée par le froid. Je suis dehors. Franchement, ça va pas pour l'instant. Enfin, je suis bien couverte aussi. Petit frère, il est venu avec moi au début et franchement, c'était trop drôle. C'est un petit comique. J'espère qu'il percera sur Snap. Il faisait froid, il y avait de la boue, de la neige. Franchement, il faut être préparé, il faut être équipé. Et la météo, c'était un truc de fou. Quand on dit que l'hiver est rude, c'était des moins 30. Amis, bon, je me suis aventurée à Montréal. J'ai pris le métro qui est super cool. Genre, il n'y a personne et tout. En plus, il fait chaud. Et voilà. S'il vous plaît, regardez la neige, elle arrive où? À mon genou. Donc aujourd'hui, pour le point météo, il fait moins 11 degrés. Et dans la nuit, ça va monter à moins 16. L'université, c'est comme dans les films américains, infrastructure de dingue. C'est la piste de jogging. Et genre, du coup, tu vois, c'est là où il y a le terrain de basket. Et en fait, tout autour, genre ça va grave loin jusqu'à derrière encore. Comme on est à la fin de mon M1, c'est aussi le moment où je choisis mon master. C'est aussi le moment où j'en profite pour aller à la piscine, puisque le Canada, c'est open-minded. Intersectionnalité. C'est aussi le moment où j'étudie les politiques de diversité, de RSE, et où je prends beaucoup de notes vocales de mes cours. Montrer comment le cadre juridique n'est pas adapté aux handicaps cumulatifs. C'est né du mouvement... du black féminisme, parce qu'elle cumule les 3 handicaps, noire, femme et origine sociale défavorisée. Bon, à l'époque j'étais broke, mais j'ai quand même profité pour voyager pendant mon échange. C'est la seule chose que j'ai faite finalement. On a un bus de 8 heures qui de Montréal va à New York pour 50 € et j'en ai profité. J'y suis allée plein de fois et c'est comme ça que c'est devenu ma vie. Bon, là on est arrivé pile poil pour le coucher du soleil. Donc c'est trop beau. Donc en fait ici les gens sur les bancs, ils écrivent des choses. C'est trop mignon. Quand j'y étais avec mon petit frère, on a bien rigolé. Pas le KFC. Tu me tapes la honte. Je pas le KFC. Vous savez, il fait que de crier I want weed dans les rues de New York. Et il dit I'm drogué. Vous voyez ma tête là? Votre pote, il est insortable. Il me fout la honte. Ils vont me prendre pour un fou. Oh, t'as fait un high kick sur le Brooklyn Bridge, t'es un thug toi. Fin du semestre, validé haut la main, on décolle. Moi je suis là, je mets des emojis de palmier. Pour l'instant je suis à Montréal à 3h du matin en fait. Super. Le planning c'était Mexique, Colombie, Miami, Orlando et on rentre à Paris. Franchement le Mexique c'était incroyable, c'est un des pays que j'ai le plus kiffé dans ma vie. Il fait beau, c'est pas cher. Il y a carrément des lumières. Le Fraté, il est complètement dans un monde en fait. En fait, c'est pas un bus en fait, ce truc. Bon, on est descendu du bus de fou là. Thank you. C'était une période super drôle parce qu'on était complètement broke et on rentrait dans les hôtels privés pour profiter de la piscine. Là, on avait négocié avec notre taxi pour qu'il nous emmène dans un passage où on n'a pas le droit de rentrer normalement, moyennant un petit billet. Et du coup, on vivait la vie de rêve et on en rêvait. On se disait qu'un jour, on l'aurait et qu'on travaillerait pour et qu'on pourrait se payer ça et tout. Franchement, c'était une trop bonne époque. Donc je pense que plus tard, si on pouvait venir acheter une maison là, ça serait bien. Regarde, ça c'est une piscine. On a développé notre sens de l'autonomie, de la stabilité, on a cherché tous les bons plans et franchement on a quand même kiffé et visité beaucoup de choses et je sais que j'ai été grave chanceuse de le faire et c'était une expérience de ouf. Voilà la pelote. On va plonger mais fort. Je vous dis, cet hôtel, on y est retourné tellement de fois. Et puis, les gens, ils avaient l'impression qu'on vivait une vie de fou sur Insta et c'était archi drôle. Moi, je pense qu'il faut parler un peu de la Hesse en tant qu'étudiant. Le nombre de fois où on a pris des plats pour 2, où on pouvait pas payer le resto, où on donnait pas de pourboire et on était morte de rire. Franchement, c'est une expérience à vivre. Là, on décolle pour la Colombie, un pays que j'ai pas trop aimé. Mais bon, c'est propre à chacun, c'est subjectif. Au moins, on l'a fait. C'était archi drôle.
On a profité en fait pendant notre échange universitaire parce que les billets de Montréal au pays d'Amérique du Sud, c'était vraiment pas cher. À chaque fois, d'aller simple en aller simple, on avait pour 80 €. Et dans la gare, tous les 5 mètres, il y a des casinos. Et genre dans toutes les épiceries, il y a des petits trucs comme ça accrochés. Et genre voilà, on n'a toujours pas trouvé de quoi manger. Parce qu'ici, il n'y a que de la viande et du poulet. Mais franchement, venez pas en Colombie. Non mais c'est pas ça le problème. Non mais c'est un problème quand même. Après des heures et des heures de recherche, nous sommes finalement tombés sur une petite galette au fromage qui nous aura coûté 5000 pesos. Et ça, c'est pas les bus pour aller à New York. Hein. Je sais pas, il y a un petit coussin pour les pieds. Super cool et on était grave. Ah non, New York, c'était pas comme ça. D'ailleurs, moi j'ai énormément préféré Medellín à Bogota. Et en parlant avec Mariam un jour, on se disait la même chose. Hein. Bogota, pas énormément de trucs à faire. Mais c'était cool. Honnêtement, j'avais hâte de bouger à Orlando pour le truc qui m'anime le plus dans ma vie, les parcs d'attractions. C'est le moment où je me sens le plus vivante. J'aime trop l'adrénaline. Mon rêve, c'est de faire du saut en parachute tous les mois. Alors je savais pas, mais l'aéroport du Panama c'est vraiment quelque chose. Alors que le pays fait 5 cm². Le billet pour Universal, c'était la dépense la plus astronomique de mon voyage, mais c'était un rêve. Ensuite, on est retourné à Miami et là, dans une auberge de jeunesse, on a vécu des trucs. Miami, c'était quelque chose, hein, les décapotables avec des mecs avec des billets, les tirs, les gens fous. On avait des gens qui s'incrustaient dans notre chambre alors qu'ils n'avaient pas du tout payé l'hôtel. Franchement, c'était un délire. C'est pas très safe. Ça, c'était une expérience un peu chelou qu'on a vécue à Miami notamment. Et cette personne-là, elle s'est fait arrêter à la fin. Voilà. Bon je continue la visite de la ville. Jewish Museum. Vous voyez, il n'y a vraiment personne dans les rues. Et ensuite, c'est le retour à Paris. Honnêtement, ça m'avait manqué. Je retrouve les joies de ma ville. Oh là là, les abribus avec les chargeurs. Là, je suis avec ma sista. Après les vacances, l'entrée en master et voilà un petit aperçu. Mrs. Anya on the floor. Le soleil se lèvera en même temps que la misère. Frère, t'es pas. Oui, non, mais je veux dire en dehors. C'est ma dernière photo de classe. Après, ça va toucher 2 cas par mois. Les pièces manquantes, du coup, c'est pour ça qu'on a dû s'adapter et faire quelque chose de différent peut-être des autres équipes. Torchage extrême. Bon, et comme j'étais quand même en master de système d'information, que mon école elle est partagée avec une école d'ingénieurs, on a essayé de nous sensibiliser à la programmation d'enfants. En mutualisant les compétences au niveau mondial. Et puis l'école de commerce, c'est énormément de présentations orales et de projets. En faisant tout ça, on va pouvoir provoquer des économies d'échelle et à terme réduire les coûts. Avec des projets de groupe notamment, parce que l'école de commerce vous prépare en fait au monde de l'entreprise. Vous serez tout le temps avec des gens en train de travailler en collaboration. Autant vous dire que c'est pas trop mon délire, mais bon, il faut bien s'y coller. Ouais, les vainqueurs. Waouh. Et là super. a commencé la recherche de stage et les entretiens à la défense H24 en même temps que les cours. Mais non, regardez qui torche au tableau. Je crois qu'à cette époque, on n'était plus que 5-6 à venir en cours et l'excuse c'était toujours j'ai un entretien. Et j'en ai fait des tonnes pour le coup dans plein d'entreprises et il y avait toujours des goûters, on mangeait bien, j'étais très contente et j'aimais déjà pas travailler et j'étais nulle en anglais à l'époque. Et on a quand même profité en école de co. J'ai vraiment kiffé mes années à Télécom. Oh, je chante pas alors. C'est un loup. Cinq ans d'études après le bac, 22 ans d'études depuis que je suis née, pour venir en M2 à 9h du matin et faire des dessins.
Attendez, moi je suis venue en cours pour écouter un cours en anglais là. Je suis choquée. Heureusement pour moi, je me suis réconciliée avec l'anglais pour assouvir mes ambitions et là, l'entrée dans le monde du travail. Les remarques des collègues, et j'en avais déjà marre, mais je vous raconterai cette histoire une autre fois. Une vidéo viendra sur ça, sur le conseil, les métiers de l'IT et tout. Je sais qu'il y a énormément de questions. Je vais y répondre parce que c'est très intéressant de vous donner mon feedback en soi. Parce que ça va vous permettre de voir en fait c'est quoi une journée type et tout pour ceux qui ont besoin de comprendre exactement ce que c'est. Ensuite, je suis rentrée, je suis repartie en cabinet de conseil, puis j'ai démissionné il y a à peu près 4-5 mois et je suis en freelance dans mon métier pour lequel j'ai été formée à l'école, hein, donc en freelance PMO. Et à côté de ça, je suis créatrice de contenu, comme je vous disais, et je fais aussi du coaching, de l'accompagnement pour plein d'axes différents et j'accompagne sur des projets, sur de l'organisation et tout. J'ai créé aussi mon entreprise de location de cafetons, Aya & Co, que vous pouvez retrouver sur Insta. Et je suis coprésidente avec ma soeur d'une association concentrée de talents qui lutte contre les inégalités scolaires et notamment l'asymétrie d'information dans l'orientation. Ça c'est pour mon parcours assez classique LinkedIn. Du coup depuis mon enfance, pour vous... Ah oui, parce que c'est la deuxième question. Comment était ta vie durant ton enfance? C'était qui la Anya petite? Alors, enfant très, très faux-folle, très fédératrice. J'aimais énormément parler aux gens, très sociable, très solaire, etc. Et également très studieuse, toujours dans les premières de ma classe, pour vous dresser un peu le portrait honnêtement. Et j'aimais beaucoup l'école, je révisais tout le temps. Ça m'arrivait de plastifier mes cours et de les réviser dans la douche, bref. Voilà, j'aimais énormément la science, énormément tout ce qui touchait à la technologie. Je sais que dans mon entourage, quand j'étais au collège, j'étais une des seules à maîtriser tout ce qui était Photoshop, etc. J'avais un appareil photo numérique que ma mère m'avait acheté, j'étais trop contente, donc j'étais un peu la photographe de tout le monde et je faisais des montages. Bon, à l'époque, c'était l'époque des cyber, donc je faisais des montages avec des éclairs, avec des petites étoiles et tout, enfin voilà. Moment très gênant. Je rêvais de devenir chanteuse et juge pour enfants. Donc j'ai toujours été un peu dans tout ce qui était créativité, art et tout. J'aimais beaucoup et j'ai toujours aimé écrire. C'est un peu comme Diam, je suis passée de l'écriture de musique à l'écriture de livres. Et juge pour enfants, j'ai toujours été révoltée contre les inégalités en fait. Et voilà, je pense que ça en dit un petit peu sur la Anya petite. J'ai toujours été dans ma bulle. Donc assez introvertie, bien que j'aimais énormément les gens et que j'ai toujours été dans ce rôle-là, comme je vous disais, fédératrice. Je faisais des concerts au fond de ma classe. Donc voilà, toujours été un petit peu dans ce délire, un entre-deux, dans ma bulle. J'étais souvent à l'écart, voilà, j'étais dans ma tête un petit peu, souvent je me déconnecte des moments où je suis avec les gens et parfois je suis complètement dedans et j'aime énormément ça. J'aime énormément parler avec les inconnus dans la rue par exemple, rencontrer des gens et tout. Et voilà, en même temps j'aime bien regarder les fourmis, être dans ma bulle et être dans mon truc quoi. J'aime énormément voyager seule, sortir seule, tout ça. Bref, s'il y a des ambivertis dans ce délire, dites-le moi en commentaire, je me sentirai moins seule. Alors, tu as mentionné... Ah oui, pardon, je vous ai dit, j'aimais la technologie, oui, totalement. Parce que, non, les sciences, les techno, je vous ai dit, en fait, j'aimais tout ce qui était plutôt digital. Voilà, j'aimais bien Pro Tools, je faisais des montages d'instrumental, etc. Enfin bref. Et en sciences, j'avais tous les kits, franchement, merci mes parents, de chimie, de biochimie et tout, je faisais plein de mélanges tout le temps dans des petites éprouvettes, j'aimais trop. Un jour j'ai fait un mélange et je l'ai mis dans une bouteille de Sprite et je l'avais mis sous l'évier et mon père l'a bu et en fait c'était un mélange avec de l'eau de javel, plein de trucs, enfin bref j'aimais trop ça, j'étais un peu une geek chez moi. Et malheureusement, comme je le dis souvent, quand on devient adolescent, on balaye un petit peu nos atomes crochus, nos centres d'intérêt, on rentre dans le moule, on est dans la trend, on sort et tout. Et j'ai un peu laissé ça de côté, voilà. Et c'est dommage parce que finalement, moi j'étais très animée par le monde scientifique, j'ai fait un bac ES et en même temps je le regrette pas parce que le fait d'avoir une formation pluridisciplinaire sur des sujets comme la socio et l'éco, c'est aussi des choses qui m'animaient. Donc voilà, je sais pas, il faudra un juste milieu entre les deux. Alors ensuite, tu as mentionné dans... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas parlé de ça et que je l'avais mis dans mes notes. Oui, quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrit au solfège, au violon et à la chorale et je faisais de la natation et j'étais une enfant en fait qui avait besoin toujours d'activité
Et mes parents ont essayé de nous inculquer des activités qui correspondaient un peu à la culture légitime. Ils ont essayé quand même de mettre un point d'honneur à ça. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis née, j'ai grandi à Aubervilliers dans le 93 et on avait beaucoup de facilité en fait à accéder à ce type d'activité-là à bas coût. Mon violon par exemple, je le louais, c'était pas très cher, etc. Donc voilà, j'ai fait ce type d'activité-là. Ça m'a permis une très grande ouverture d'esprit, ça m'a permis de nourrir un petit peu mon côté artistique, créatif. Et ça apprend de la rigueur, hein, parce que par exemple j'ai fait du violon pendant à peu près 10 ans. Il faut être très très rigoureux et tout, enfin voilà. Natation j'aimais aussi énormément, j'ai toujours aimé le sport. Et puis après je l'ai laissé tomber pendant un certain nombre de temps, honnêtement. Et voilà pour ma jeunesse en tout cas globalement. Et puis j'ai toujours été un peu volatile, donc j'ai fait du basket, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du double dutch. J'ai fait plein de sports différents et voilà. J'ai jamais trouvé ma voie dans ça, bien sûr. Mais voilà, pour la Anya enfant. Et je remercie mes parents quand même d'avoir pu... je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc d'avoir pu nous offrir cette ouverture d'esprit. Aussi par rapport à mon enfance, je suis obligée de mentionner mes parents en fait. Mes parents c'est donc deux personnes, logique. Mon père vient d'Algérie, il est venu entre 20 et 25 ans, j'ai pas l'âge exact, pourtant il me raconte sa vie tout le temps. Et c'est très important d'ailleurs d'avoir le retour de ses parents sur leur vécu et tout. Donc moi mon père il est venu d'Algérie, il vient de Béjaïa, donc de la petite Kabylie, enfin d'un village pas loin. Et il a grandi dans les montagnes, c'est un papa trop débrouillard. Et il est arrivé en France, il a d'abord été dans tous les petits boulots d'ouvrier, dans le secteur de la sécurité et très vite dans le secteur de la restauration, etc. Mais globalement voilà, classe populaire, descendant d'immigrés. Ma mère est née en France, ses parents viennent d'Algérie et vous connaissez un petit peu le contexte entre l'Algérie et la France, c'est une relation très intime. Mes grands-parents sont retournés en Algérie au moment où ils donnaient les primes, vous savez, pour les retours. Donc mes grands-parents ont pris l'argent, ils sont partis, ma mère est restée en France. Elle s'est très vite trouvé des petits boulots de fil en aiguille et s'est dirigée vers le secteur tertiaire. Donc c'était en tant qu'assistante de direction, ce genre de choses. Puis elle s'est dirigée vers la politique, donc ça m'a donné aussi un son de cloche par rapport à ça, à la politique. Et c'était une enfance plutôt cool. Ma mère a toujours été derrière moi concernant mes devoirs, donc vraiment l'école c'était la condition sine qua non au reste en fait. C'était tu peux sortir, tu peux faire des choses si t'as des bonnes notes. Et si j'avais pas de bonnes notes c'était pas bon. Et pour eux, des bonnes notes, c'était vraiment des bonnes notes. Si tu venais avec 16-17, c'était ok, pourquoi t'as pas eu 20? Donc j'ai toujours été avec cette pression un petit peu de l'excellence, de pas le droit à l'échec, et c'est un peu façonné ma personnalité forcément, parce que pendant très longtemps, j'ai eu très très peur de l'échec. J'ai eu énormément peur. Et quand j'ai vécu mes premiers échecs, du coup, je l'ai très très mal vécu. Et je pense que c'est important de dire à ces enfants qu'ils ont le droit d'échouer, qu'ils peuvent pas être les meilleurs partout, c'est faux. Moi, mes parents m'ont toujours dit ça, voilà, t'es la première de la classe, t'es la meilleure, tu peux le faire et tout. Et quand je ramenais du coup des notes qui étaient correctes, c'était pourquoi t'as pas fait mieux. Donc j'ai toujours été dans cette quête. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a aussi conditionné ma personne, surtout ce qui est surproductivité, le fait de toujours vouloir faire des choses et tout. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui et ce qui m'épanouit, mais voilà, ça a été conditionné je pense par un certain type d'éducation. Et le problème c'est que voilà, quand on est confronté pour la première fois à un échec ou à un stress de ouf par rapport à quelque chose qui est trop challengeant, on a du mal et on se dit ah ouais en fait finalement il y a des choses dont je suis pas capable. Et voilà, je pense qu'il faut préparer au fait que, d'ailleurs quand je parle d'échec bien sûr c'est plus de l'apprentissage, en fait on est obligé d'échouer, c'est la première fois qu'on vit notre vie. Genre c'est un brouillon, on n'a jamais vécu ça avant donc c'est complètement normal. D'un point de vue dichotomie entre culture légitime et culture dite populaire, moi mes parents m'ont énormément inculqué leur culture, donc j'ai grandi avec tout ce qui est culture berbère du côté de mon père. Ma mère elle n'est pas berbère, mais elle m'a aussi inculqué une certaine culture qui était une culture à mi-chemin entre la France et l'Algérie. Et mon père aussi passionné de culture française, de musique française populaire et tout. Voilà, j'ai grandi avec ça, avec des livres concernant l'histoire de la Kabylie, l'histoire de plein de choses. J'ai grandi avec Le Grain Magique, c'est le livre que mon père me lisait petite. Et aussi avec un esprit forcément un petit peu d'indépendantiste, donc un esprit de liberté. Mon père m'a toujours appris à être libre, à avoir cette volonté en fait de pouvoir assurer ses arrières pour être totalement indépendante. Donc c'était par exemple le papa qui me disait voilà moi j'arrive dans un travail, si quelqu'un me parle mal ou si les conditions ne sont pas bonnes ou si je me sens pas bien,
le jour même je lui dis au revoir. Alors que c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme, c'est des personnes qui n'ont pas de sécurité derrière et qui ont une famille, mais qui pour autant n'avaient pas peur d'avoir cette assurance et cette confiance en l'avenir et juste se dire ok moi je suis pas un déchet en fait. Si quelqu'un ne respecte pas et ne m'estime pas, je vais pas travailler avec lui. Donc mon père il m'a éduqué dans ça en me disant voilà, tu passes tes diplômes, tu as en tout cas une formation qui va te permettre de pouvoir dire non à des conditions qui ne te plaisent pas, parce que tu vas pas te rabaisser, tu rabaisseras ni tes exigences ni ta personne pour un travail ou pour des gens ou pour n'importe quelle activité. Donc j'ai aussi grandi dans ce truc là et ma mère pareil, très grande syndicaliste et tout, elle lutte pour mes droits. C'est vraiment voilà, si tu lui racontes une histoire elle va dire non mais tu vas envoyer un mail tout de suite, t'envoies un recommandé, tu fais ci, tu fais ça, tu vas pas te laisser marcher sur les pieds et tout. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de ces deux mindsets combinés et j'aime énormément, normal hein, mais j'aime énormément mes parents et j'aime énormément ce qu'ils m'ont inculqué et pour les parents en général ils font du mieux qu'ils peuvent avec les armes qu'ils ont, avec l'éducation qu'ils ont reçue. Nous aussi il faut avoir une approche empathique. Je sais que parfois les descendants, les enfants, les petits enfants d'Africains, que ce soit Afrique noire, que ce soit Afrique du Nord, etc. On a des éducations qui peuvent paraître avec le temps difficiles. Mon appareil photo s'est éteint, donc je sais plus où j'en étais, mais je pense qu'on a fait le tour pour l'enfance. Donc alors, je regarde ce qu'on me dit. Quelle est ta vision de l'avenir? As-tu des objectifs particuliers que tu souhaites atteindre? C'est ChatGPT qui me demande ça. Donc ma vision de l'avenir, honnêtement, par rapport à ma personnalité, je pense que ça peut être intéressant et pertinent pour une présentation, c'est que moi je suis quelqu'un qui vit au feeling. Donc attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Keep trying. Ouais, Wi-Fi. Alors, oui, je suis quelqu'un qui vit très dans le présent, très dans la spontanéité, et je n'ai pas forcément de plan prédéfini pour tout. Vous voyez, des fois, quand je vais dans un pays, on me dit oui, tu vas y rester combien de temps? Ou est-ce que là, tu prévois de repartir? Ou tu es de retour à Paris, etc. Et je suis en mode, en fait, j'ai rien prévu. Je vis par rapport à ce que mon cœur a besoin. Donc, si je vais dans un pays, et ben, si j'aime pas, je rentre. Et si j'aime, je reste. Et s'il y a des opportunités, je les prends, etc. etc. Donc on va dire, ma vision, quand il me demande ma vision de l'avenir, ma vision, c'est juste d'être heureuse. De faire ce que j'ai envie de faire, de pas m'arrêter de vivre pour les gens, de pas correspondre aux injonctions sociales juste pour y correspondre. Voilà, j'ai envie d'essayer d'avancer, que chaque année soit une année supplémentaire qui participe à mon évolution, mon développement et mon épanouissement, même si c'est d'1%, step by step, etc. Et voilà. Après, as-tu des objectifs particuliers? Ouais, ça c'est clairement ma bucket list, j'en ai plein. Notamment habiter, comme je vous disais, aux États-Unis, habiter en Asie. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Par exemple, là, il y avait commencé à coudre, j'ai commencé à coudre. Voilà, ça c'est des petites choses on va dire qui me rendent heureuse et qui me permettent d'être en mouvement, comme le fait de continuer le sport et tout. Après pour les objectifs on va dire un petit peu plus gros, j'ai l'écriture de mon 2e livre, la sortie de mon 2e livre. J'ai des objectifs liés justement au monde littéraire, j'ai un projet littéraire que j'ai en tête et que j'aimerais bien sortir là dans peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, j'aimerais beaucoup. J'ai des objectifs par rapport au message en fait que je veux faire passer sur les réseaux sociaux, continuer à faire de la vulga, continuer à pouvoir fédérer en fait des gens pour ensuite amener à certaines causes plus nobles, etc. Pouvoir organiser des événements, plein de choses, plein d'objectifs comme ça. Et voilà, voyager, continuer à partager de l'amour, à partager de la bienveillance, à partager des choses, faire évoluer ma chaîne YouTube et me trouver professionnellement sur les projets que j'ai déjà commencé à mettre en place. Je pense que c'est ça pour les objectifs un peu plus pro entre guillemets, même si le pro et le perso pour moi n'a aucune différence, enfin, les deux s'imbriquent. Profiter de mes proches forcément et voilà, je pense, avancer dans mes lectures. En ce moment je lis peu, j'essaye de trouver du temps pour lire et je me dis qu'en fait parfois je m'impose en me disant j'ai pas le temps. En fait j'ai pas le temps d'avancer grave dans la lecture, mais du coup je me suis dit ok, mais même si tu lis 10 pages de ton livre en fait c'est bien. Donc maintenant le soir je prends le temps, je me dis ok tu lis 10 pages, c'est déjà super et tout. Et parfois en fait les petites étapes comme ça permet d'avancer. En fait tout n'est pas dans le tout ou rien, on n'est pas dans le 0 ou 100. Donc voilà.
Alors, tu as écrit un livre, peux-tu nous en dire plus sur ce processus d'écriture et le message que tu souhaitais transmettre? Alors, je vais faire une vidéo vraiment globale sur le processus d'écriture de mon livre parce que j'ai beaucoup à dire sur ça. Sachez également que j'accompagne en coaching sur ce projet, que ça soit dans l'écriture elle-même et dans le process complet en fait de mise en ligne, d'impression et tout. Je crois que je le disais dans ma vidéo sur le VIE, donc je vous en parlerai plus. Et globalement, c'était vraiment... c'était un projet important pour moi parce que j'ai toujours aimé écrire et j'ai été motivée et tout à le faire. Donc le message, encore plus que juste le fond du livre, c'était déjà vous pouvez le faire. Et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Peu importe que ça intéresse une personne ou 1000, c'est pas grave. Et ensuite, dans le fond du livre, c'était, comme vous le savez, qu'avec une difficulté, il y a des milliers de facilités à côté et qu'on a tendance à se concentrer, moi la première, sur le négatif et on voit pas toutes les choses à côté qui nous ont été facilitées. C'était le message vraiment profond du livre et beaucoup l'ont compris. Donc voilà. Alors, peux-tu nous parler de ton expérience au lycée, en banlieue, jusqu'à la prépa? Comment as-tu surmonté certaines difficultés? Donc effectivement, moi je vous disais que donc, je suis née, j'ai grandi à Aubervilliers dans le 93 et donc oui, j'étais au lycée là-bas. Quand je suis passée du lycée à la classe préparatoire, mais on en parlera plus longuement, c'est juste pour vous donner des brides, j'ai été confrontée à un gap, à un écart en termes d'inégalité sociale, c'était le grand saut en fait. Quand on est une bonne élève dans le 93, on a énormément de facilité et on n'est pas confronté à ce choc. On se dit que tout est facile, on passe le bac, c'est simple, etc. On va en prépa, en plus en prépa on va dire moyenne, on va pas dans une prépa, une très grande prépa parisienne, etc. Parce que sinon c'est la noyade, en tout cas pour moi. Donc on va dans une prépa voilà, assez correcte. Moi j'étais en prépa à Paris, mais Paris Nord, côté 17e. Et là c'est la douche froide en fait. Quand on arrive en prépa, on commence avec des notes ADDS de 0, de 1. Et on se rend compte qu'en fait on n'est pas si bon que ça. Et c'est très dur psychologiquement. Il faut se détacher complètement des notes et se dire que tout ce qui compte c'est l'évolution. Que la prépa n'est pas une fin en soi, mais que c'est déjà le concours qui compte, et surtout tout ce qu'on va acquérir pendant ces 2 années. J'en ferai une vidéo, tout ce que je dis, j'en ferai une vidéo. Mais c'est vrai, je vous jure que j'en ferai une vidéo. Et voilà, en fait, je pense que c'était le plus gros challenge de passer d'un lycée de banlieue à une prépa. C'était cette confrontation aux inégalités sociales. Se rendre compte que finalement, nous, élèves de banlieue, on nous prépare surtout au bac. En fait, c'est le Graal, c'est l'aboutissement du chemin, c'est il faut avoir le bac avec mention, il faut avoir le bac avec mention, etc. Et on ne nous prépare pas au après. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos aspirations? C'est quoi en fait tes centres d'intérêt pour t'orienter et où tu vas aller? C'est quoi la prépa? En fait, tout ça, j'en savais rien parce que il faut avoir le bac. Alors que quand on est on est enfant de classe aisée, de classe supérieure, entre guillemets, de classe qui a un capital culturel et économique plus important que nous, le bac c'est une formalité. En fait justement on vous prépare à l'après, on vous prépare à ce que vous voulez faire, aux études que vous devez faire et finalement le programme du bac il compte pas tellement. Vous savez, on vous apprend énormément de choses en plus. Quand j'arrive en prépa, c'est là où il y a un gros problème, c'est que moi, même le programme de terminale, en fait je ne l'ai pas fait dans sa globalité. J'arrive et le premier cours de maths, on va calculer des limites. Et je sais pas c'est quoi une limite. Et en fait, c'était au programme de maths, mais comme c'était pas au programme du bac à l'époque, et ben on l'a pas vu. Parce que ce qui compte, c'est de préparer au bac. Parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour d'autres choses et tout. C'est fou en fait. Et donc on doit rattraper le retard par rapport à ça, mais également le retard par rapport à tout, par rapport à la culture légitime. J'ai passé mon été à lire des livres de classiques en fait, de références classiques et voilà, on manque de code, on manque de plein de choses. Je revois encore mes profs, mon prof surtout d'éco qui venait de Versailles le premier jour, qui dit moi j'étais avec ma copine qui venait du même lycée que moi et tout, Engie, on arrive en prépa, on est les 2 seuls élèves du 9-3, non il y en avait un 3e, et il dit je vois que nous avons accepté des élèves de banlieue, ils ne feront pas long feu. Voilà, on va pas trop s'attarder sur leur cas, mais je suis un peu surpris
voilà, que ces élèves soient là et tout. Donc déjà, ça annonce la couleur, ça démotive et en même temps ça me motive de ouf. En première année de prépa, je passe les concours pour les IEP Sciences Po Province. Je demande une fac, notamment d'éco et de maths à Dauphine, Descartes, etc. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je crois pas que c'était en fin de première année, peut-être en deuxième année, je sais plus. Et j'avais en gros les trois choix. Je repars à la fac, je fais une école de co ou je vais à Sciences Po. Je passe les concours, j'ai un IEP Province et tout. Et je vais voir ce même prof d'éco. Et je lui dis, voilà, moi j'ai fait ça, il y a une fac d'éco plutôt bonne, et il y a Sciences Po, et il y a du coup les concours. Il me dit, non mais vous n'avez pas votre place ici, franchement je pense que vous devriez suivre la voie, ouais je vous vois bien à Sciences Po et tout, vaut mieux que vous fassiez ça. Et ça m'a tellement boostée, parce qu'il l'a pas dit en mode par rapport à votre profil, ça c'est mieux, etc. Non, c'était plus, vous n'avez pas votre place ici. Alors que j'étais deuxième d'ailleurs en col d'éco. Je n'ai jamais compris son avis sur moi, mais ce n'est pas grave. Du coup, ça m'a boosté. Je me suis dit, ok, je vais rester en prépa et je vais passer les concours et je vais avoir une école et je vais y aller. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je sais que j'ai vécu plein d'autres petits comme ça épisodes de, pas de discrimination, mais voilà, on va dire de stigmatisation due à mon origine sociale notamment. Et voilà, c'était une expérience enrichissante. Mes 2 années de prépa, c'était les meilleures années de ma vie intellectuellement. Et sur le plan personnel aussi, ça m'a énormément appris. Sur le plan des codes aussi sociaux. Et voilà, quand on arrive en cours et qu'on dit pardon, ou c'était quoi que je disais quand j'arrivais en cours? Je disais je m'excuse quand j'arrivais en cours en retard, pardon. Et puis mon prof qui me crie dessus, on ne s'excuse pas soi-même, mais vous ne connaissez pas les normes sociales. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, vous sortez, vous redemandez. Donc voilà, et de toute façon les retards c'était pas tellement toléré, le nombre de fois où j'ai pleuré parce que j'ai pas été acceptée en cours et tout, parce que du coup il y avait du chemin, du 9-3 jusqu'à Paris et tout, bref, relou de l'autre côté du périph'. Puis d'ailleurs c'est la première fois finalement qu'on est à Paris en fait. Quand on vient de banlieue, on va pas tellement à Paris. Et c'est la première fois finalement qu'on est confronté à la mixité sociale, à d'autres personnes, à d'autres milieux, et on s'ouvre et on se rend compte aussi qu'on est un peu méprisé par rapport à nos goûts. T'écoutes du rap, et à l'époque c'était pas du tout universel le rap, t'écoutais Jul, mais c'était un truc de fou pour l'époque. T'étais une petite pouilleuse, tu vois, pour les gens des classes un peu populaires, des classes aisées. Donc c'est drôle, voilà, j'ai changé par exemple ma façon de m'habiller. Quand je suis arrivée le premier jour, je me rappelle, j'étais en jogging au arrache. À force, je commençais à mettre des blazers, enfin voilà, c'est tout un truc. Je dirais pas du tout que je suis une transfuge de classe, je sais que ce terme fait débat, mais en tout cas à ce moment-là, tu évolues, tu apprends des nouvelles choses et tu deviens un peu plus un caméléon, ce qu'on appelle aujourd'hui les caméléons de la défense. Il y a plein d'articles sur ça, c'est les gens justement qui viennent de banlieue, qui prennent le RERB, qui prennent le RERD, qui arrivent de leur banlieue et qui arrivent en tant que cadre à la def, et d'un coup on change complètement, vous voyez. Et c'est aussi ça que les gens parfois ont du mal à vivre, c'est cette schizophrénie, même si vous m'avez compris, je n'utilise pas ce terme d'un point de vue psychiatrique, psychologique, etc. Mais voilà, les gens ont l'impression vraiment de porter un masque quand ils arrivent au travail, et je dirais pas qu'on est des transfuges, mais plutôt qu'on est des caméléons. Et ça peut avoir ses avantages en termes de soft skills, ça c'est cool. Alors, une autre des questions, c'est: y a-t-il un chemin différent que tu aurais pu prendre dans ta vie qui t'aurait mené dans une toute autre direction? Alors, il y en a plein, énormément, parce que comme je le dis souvent, j'ai 1 million de rêves de vie et en fait on n'en a qu'une. Donc j'essaye de répondre au maximum à toutes les choses qui m'animent dans ma tête, mais bien sûr on ne pourra jamais. Dans ces vies-là que j'aurais aimé vivre, forcément, il y a la voie de l'astronomie, de l'astrophysique, de la physique d'ailleurs, plus globalement. La voie des maths aussi, parce que j'étais passionnée de maths, la voie de l'économie. Je sais que je peux toujours être prof des CES, etc. Mais on va dire économie, en tant que chercheuse, j'aurais énormément aimé. C'était ma passion, l'économie à l'école, en prépa, etc. Et ouais, je pense que ça aurait été des voies qui m'auraient énormément intéressée. Si on parle vraiment d'un point de vue concret avec les choix que j'ai dû faire et qui m'ont orientée dans plusieurs directions différentes, je sais qu'en terminale, j'avais hésité entre le bac S, ES. Et j'ai finalement choisi ES parce que dans ma tête, S c'était plus dur.
et j'avais pas envie en fait de faire quelque chose de compliqué. C'était ma façon de réfléchir quand j'étais plus jeune, et je pense que du coup si j'avais fait S, j'aurais fait une prépa plutôt maths physique, et j'aurais fait une école d'ingénieur. Je pense que je me serais dirigée vers tout ce qui est intelligence artificielle, parce que ça m'intéresse énormément, ou en tout cas dans des technos qui m'orientent vers l'innovation et plein de choses assez intéressantes. Donc ça, c'est pour vraiment les choix un peu plus concrets. Peut-être que du coup, à la fin de ma prépa, j'aurais été à Sciences Po, qui sait. Je pense que j'aurais aimé travailler dans tout ce qui est relations internationales. Peut-être que j'aurais été en fac d'éco, ou en fac de maths, ou en fac d'éco-maths, parce qu'il y avait un double diplôme comme ça que j'avais demandé. Et du coup, je pense que j'aurais fait de la recherche et je serais devenue auteure dans ça. Voilà, je pense que ça aurait été les voies possibles. Après, quand j'étais petite, j'ai rêvé de devenir chanteuse. Et honnêtement, entre vous et moi, j'ai énormément chanté. Pour les gens qui me connaissent quand j'étais petite. Donc j'aurais pu devenir Hymen ES de mon époque. Et ouais. Voilà, je pense. J'ai jamais été sinon animée par tout ce qui est finance, droit, marketing. J'ai jamais vraiment aimé. Donc voilà, je pense que ça serait dirigé vers ça, vers tout ce qui est sciences, tout ce qui est ingénierie informatique, tout ce qui est éco-sociaux, et sinon tout ce que je fais maintenant en fait. Et j'aime beaucoup l'art aussi, j'aime énormément les choses manuelles. Donc voilà, j'essaye de graviter autour de tout ça, et au moins toucher du bout des doigts ces sujets avec des lectures, des documentaires et tout, ça m'anime au quotidien. Alors, as-tu rencontré des freins en tant que personne racisée, voilée, etc. dans le monde professionnel? Alors, effectivement, et je pense en faire également une vidéo plus longue, parce que je pense qu'on est énormément à avoir des handicaps, peu importe lesquels, au niveau de la diversité, parce que la France, qu'on se le dise, c'est un pays assez fermé et qui n'est pas en avance sur son temps de ce côté-là, hein, parce que pour avoir travaillé au Canada, pour avoir des potes qui travaillent en Angleterre, aux États-Unis et tout, je peux vous dire que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, l'acceptation de l'autre, vraiment, tout est différent. Donc forcément, j'ai été confrontée à ce type de frein, notamment quand j'ai cherché mon stage de fin d'études. C'était un petit peu la première confrontation au monde du travail, on va dire, professionnel en tant que cadre, etc., avec des processus de recrutement assez poussés. Et j'ai été une des dernières en fait de mon master à trouver un stage de fin d'études, et clairement je faisais mes entretiens et je les fumais. Je fumais mes entretiens. Je suis une bête en entretien, en oral et tout. Et je prépare tout avec minutie. Je connais le secteur, les technos, l'entreprise sur le bout des doigts. Je prépare tout. Et mes entretiens se passaient très bien. Et souvent, soit on me donnait une excuse pour ne pas me prendre, soit on me disait clairement que c'était à cause du voile, dans mon cas. Donc moi, j'ai jamais voulu nier une partie de mon identité pour un travail, surtout qui allait être un travail de long terme, parce que je savais que j'allais pas me sentir bien. Après, moi, je ne jette pas du tout la pierre aux personnes qui vivent mal justement ce frein-là et qui ont besoin de faire des concessions pour pouvoir atteindre leur objectif en termes de stage, de master, etc. Pour notamment avoir un diplôme et pouvoir faire ce qu'on veut après. C'est juste qu'en voilà, en tout cas, moi, j'étais pas dans cette optique-là. Je me disais, ça m'énerve en fait de nier une partie de mon identité. J'ai pas envie de travailler pour une entreprise qui n'est pas en accord avec les valeurs que je défends. Et bref, je passe mes entretiens, j'en passe beaucoup, énormément, et ça donne rien. Ça donne rien, j'ai même un cabinet de conseil qui me dit qu'au bout de 3 semaines, hein, parce que bien sûr, on va pas souvent vous refuser. On va rien vous dire, on va pas vous donner de nouvelles, et moi j'appelle, j'envoie des mails. Est-ce que je pourrais avoir un feedback, même s'il est négatif, pour savoir comment je peux m'améliorer et tout. Et on finit par me dire, oui, ce qui a fait défaut, c'est la dissertation en français. La dissertation qui était un mail à écrire, genre une petite conclusion, un CR d'un meeting. J'ai écrit un livre, mais d'accord. Du coup, j'en parle à mon directeur de master à l'époque. J'ai fini en pleurs au forum de mon école, je me rappelle encore. Et il me dit, ouais Ania, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je lui dis, j'ai toujours pas de stage. Et en fait, ça me rend ouf parce que je commence à douter de moi. Tout le monde en a un et ça me saoule. Et il me dit, non mais Ania, franchement, il me dit, j'ai rien à te reprocher. T'as des compétences de fou. Tes entretiens, je sais qu'ils sont incroyables. Tu as une très bonne présence orale. Tu as des capacités vraiment bonnes. Voilà quoi, t'es une tueuse, donc t'inquiète pas. Moi, je sais que ce qui bloque, c'est le voile, honnêtement. Et lui, c'était pas un musulman, hein. Donc il me dit, voilà, je sais que toi, c'est ton identité. T'as pas envie de l'enlever. Moi, ce que j'ai fait dans ces situations-là, c'est que j'ai toujours
mis un point d'honneur à en faire plus que les autres. En gros, je me suis dit, ok, de toute façon, c'est une réalité. C'est pas une fatalité, c'est une réalité. Il y a des inégalités, peu importe, hein, là on parle du voile, mais il y a des inégalités dans tous les types de diversité. Ok, qu'on soit un parent, qu'on soit âgé, en fait il y a des diversités, que ce soit générationnelle, parentale, handicap, toutes les différences, elles auront un jour leur lot en fait de freins. Sauf quand on tombe dans une entreprise qui a des politiques de diversité justement adaptées et qui sont somme toute ouvertes. Donc je me suis dit ok, ça veut dire qu'il faut que je bosse plus que les autres, il faut que je prépare mes entretiens mieux que les autres, il faut que j'ai un CV qui claque dans la suite de mon expérience professionnelle pour que plus personne un jour ne me ferme la porte à cause de ça. Et honnêtement c'est ce que j'ai fait. Et après ma première expérience, donc que j'ai fait dans un cabinet de conseil assez ouvert, j'ai multiplié les expériences à l'étranger avec des très bonnes missions et tout. Quand je suis revenue en France, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est arrêté sur mon voile. Jamais. Dans des entreprises auxquelles j'avais déjà postulé d'ailleurs avant, on m'a toujours dit rien. En fait, on m'a jamais rien dit par rapport à ça. J'ai proposé des fourchettes de salaire assez hautes. Quand on voyait mon CV, on m'a toujours dit ah oui, excellent profil, vraiment intéressant, très très impressionnant pour votre âge, etc. Et le voile ne posait plus aucun problème. Donc moi je pense que c'est une solution aussi de pouvoir donner le meilleur de soi-même pour déjà ne pas avoir de regrets, se dire qu'on fait du mieux qu'on peut et aussi pour casser en fait les stéréotypes de la personne en face de nous. C'est-à-dire que moi je vais à un entretien, ok peut-être que la personne elle va être dérangée par ce détail-là. Peut-être que dans son idée globale elle est complètement arrêtée sur le fait qu'elle ne me prendra pas. Mais si moi je dégomme l'entretien, mais la personne en fait elle aura la haine et ça va un petit peu bousculer ses idées reçues. Elle va se dire ah ouais franchement c'est dommage parce que c'était un excellent élément. Tant pis je le fais pas mais c'était un excellent élément. Du coup moi je suis trop dans cette optique là. Donc voilà, si je peux vous booster, préparez de fou, formez-vous, ayez des compétences pour lesquelles en fait on va vous vouloir et voilà, se dire que la réalité n'est pas une fatalité. Vous trouverez toujours des entreprises qui voudront vous prendre, vous trouverez toujours des choses. Il y a énormément de rôles différents, il y a des milliers d'entreprises en France ou à l'étranger. Donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent vous motiver à aller travailler à l'étranger dans un premier temps. Et moi je trouve que c'est top finalement. J'ai été triste à des moments, stressée à des moments, déçue à des moments. Mais voilà, avec le temps, c'est des choses qu'on gomme complètement. Quand on travaille à l'étranger, honnêtement, on oublie en fait. Je vous jure, on occulte tellement cette dimension à un point où quand on rentre en France, mais je vous jure, je suis complètement décomplexée de ça. J'y pense même plus. En fait, je vais à des entretiens quand j'en faisais et que j'étais encore dans le salariat et tout. J'y pense même plus, c'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus maintenant. Et c'est pour ça quand des fois on me dit comment tu fais avec ton voile et tout, tellement j'y pense plus, tellement j'ai banalisé en fait ce truc-là avec mes expériences dans des entreprises ouvertes que voilà, des fois j'ai du mal à me rappeler que ah oui c'est vrai que parfois il y a de la discrimination qui existe et tout. Donc voilà, par rapport à mon expérience en tout cas, je sais que voilà, quand on est différent, quand il y a des choses pour lesquelles on sort un petit peu du cadre franco-français, on peut être amené à subir certaines discriminations, peu importe où, et ça peut nous démotiver. Donc juste perdez pas espoir, vous trouverez toujours une solution, vous trouverez toujours un moyen d'arriver voilà, à un point. Parfois il faudra faire preuve de flexibilité, parfois peut-être que ça sera pas le stage de votre rêve, parfois ça sera peut-être une réorientation, peut-être voilà, plein de choses, mais voilà, il y a de quoi faire. Et je pense qu'on peut encore faire bouger les lignes dans les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, que ce soit pour redorer leur image ou par véritable souci de diversité, font des choses par rapport à ça, comme je vous disais, pour tous les types de diversité. Parce que moi, c'est pour ça que je me bats, entre guillemets, c'est pour que chacun puisse être libre d'être épanoui, tant qu'il ne dérange pas autrui, dans son parcours professionnel, etc. Et voilà. La présentation va toucher à sa fin et la dernière question de ChatGPT. Pour terminer, pourrais-tu nous apprendre quelque chose que nous ne savons pas encore sur toi? Alors, on va finir un petit peu par des choses un peu plus, je trouve, plaisantes par rapport à la personnalité profonde d'une personne. Il faut savoir que moi je suis pas très attachée aux esprits chiffres, aux esprits pro, aux esprits très étapes de la vie, vous voyez. Là tout ce que je vous ai expliqué, il y avait des choses pertinentes bien sûr parce que ça fait partie de la réalité de la vie, ça fait partie de la société, on est obligé d'en parler, on est obligé de le faire parce qu'on est sur Terre en fait. Mais moi ce qui anime mon âme, et je le disais dans mon live Twitch, il est en rediff sur le travail, sur ce que je pense du travail, ce que je trouve
ce que je trouve pas bien dans toutes les injonctions capitalistes, dans le rythme de la société, dans le sens inhérent à tout ce qu'on fait, etc. Vous pouvez aller le voir parce que je développe énormément ce qui fait partie d'un véritable pan de ma personnalité. J'ai un esprit un peu Petit Prince, pour ceux qui ont lu Le Petit Prince. Je suis dans mon monde, je regarde la planète, j'essaye d'être émerveillée en fait par tout ce qu'elle contient. Je suis fan et je suis émerveillée par la nourriture par exemple parce que c'est d'une diversité, d'une profondeur, d'une richesse, c'est extraordinaire en fait. C'est d'une merveille sans nom. Et ça fait partie d'un de mes bienfaits préférés sur Terre. Parce que voilà, c'est ça en fait, les choses que j'aime, c'est profiter de la vie. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis épicurienne, puisque ça a un certain sens. Que voilà, mais voilà, je suis une bonne vivante, j'aime profiter de la vie, j'aime m'émerveiller du monde. Et finalement, j'aime en comprendre les subtilités, les profondeurs, mais aussi juste contempler et profiter de sa simplicité, vous voyez. Marcher dehors, regarder les nuages, pour moi c'est incroyable. Et en même temps, comprendre comment marche une cellule avec un documentaire très pointu sur la science, c'est aussi incroyable. Des chiens qui aboient, j'espère que vous les entendez pas, désolée. Et aussi le chant des oiseaux, j'aime trop. Donc voilà, le Petit Prince, à un moment, vous savez, il va dire, en gros, j'aime pas trop les adultes, parce que les adultes sont intéressés par les chiffres, sont intéressés par les choses superficielles. Quand vous avez un ami, ils vont vous dire à quoi ressemble sa maison, combien elle coûte, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Et ils vont jamais vous dire... et là, il va parler de questions plus profondes. Moi, par exemple, si je devais improviser, voilà, lui, il dit quel est le fond de sa voix et tout. Moi, c'est en gros, est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qui l'anime, c'est quoi ses rêves dans la vie, comment il va, comment se porte son cœur. Vous voyez, quand je rencontre quelqu'un, souvent, je vais lui dire tu vas à combien sur 10, mais honnêtement, pas la réponse sociale. J'ai pas besoin que tu me dises que tu vas bien si tu vas pas bien. Honnêtement, tu vas à combien sur 10? Et c'est quoi tes rêves dans la vie, c'est quoi tes regrets, qu'est-ce que tu as envie de faire, pourquoi tu le fais pas? Et voilà, en fait, c'est les questions qui m'animent sur les gens, et c'est pour ça que quand parfois on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai du mal à dire voilà, je fais ça comme métier. En fait, souvent je dis bah rien, je profite de la vie, je bois des cafés glacés parce que je kiffe ça, je mange des flans parce que je kiffe ça, je lis des livres. Et en fait, voilà pourquoi on devrait être résumé à un travail et tout. Enfin bref, ça j'en parle dans mon live Twitch, mais en gros voilà, c'est un peu des choses qui constituent ma personne. Mon âme, elle aime pas être aspirée par un rythme très carré. J'ai besoin d'être vibrante, de pouvoir aller là où j'ai envie d'aller, sur le moment T. Si là j'ai envie d'ouvrir une entreprise de ça, je le fais. J'ai envie d'écrire là tout de suite un chapitre de mon livre, je le fais. J'ai pas envie. J'ai envie de regarder de Young Sheldon, je le fais. Voilà, en fait, j'aime bien graviter sur un chemin juste qui fait du bien à mon âme, et j'aime énormément profiter des bienfaits de la vie. C'est pour ça que je partage autant de nourriture sur Insta. C'est pas parce que je suis une influenceuse food, c'est vraiment parce que j'aime trop. Et pareil, les livres, c'est incroyable parce qu'en fait on a l'âme de quelqu'un sur un papier. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a des milliers, des millions de réflexions de gens, mais qui datent parfois de siècles et de siècles et de siècles, et on les a en fait. On ouvre un livre et on a, et encore plus quand c'est un journal, par exemple le journal de Virginia Woolf, mais je l'ai dévoré parce qu'on a les réflexions profondes de quelqu'un. C'est un truc de fou quoi. Donc voilà, je pense que c'est ce que je rajouterais sur ma personne et qui me définit assez bien. Donc et après c'est marrant parce que paradoxalement, sans vous mentir, j'aime énormément par exemple le luxe, j'aime énormément les belles choses. J'aime la belle déco, j'aime les beaux sacs, j'aime tout ce qui est beau, j'aime les parfums, j'aime ce qui sent bon, j'aime tout ce qui éveille mes sens. Je suis une personne très sensorielle, je peux passer ma vie à Lush en train de sentir des savons, j'aime les bougies, tout ça. Vous voyez, tout ça c'est des passions pour moi. J'aime les nouvelles activités, c'est un centre de loisirs ma vie en fait. Tous les jours je me dis ok, je fais quoi, j'aime aller rigoler dans des comédie clubs, et puis en même temps j'aime le ski, je suis fan de ski, je fais du ski depuis que je suis petite. Toujours été en colo, mes parents m'ont envoyé dans des colos depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait de l'équitation, je suis animée par plein de choses. J'aime l'art et j'aime comprendre comment l'humain a mis de son âme dans une composition, vous voyez, que ça soit dans un tableau, dans un plat, en fait dans tout. J'aime l'humain,
J'aime l'humain, j'aime le comprendre, j'aime la psychologie, j'aime les analyses profondes de l'humanité, mais pas que, de toute la création. J'aime comprendre comment fonctionne une plante, j'aime comprendre comment fonctionne un animal, comment fonctionne une forêt. La vie secrète des arbres, ce livre mais incroyable. Je suis passionnée par l'intelligence émotionnelle, par la compassion, par l'empathie, par la complexité du cerveau humain notamment. Comment fonctionnent les émotions qui sont si abstraites et en même temps si complexes. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'amour, la jalousie, la colère, mais aucun humain n'aurait pu inventer ça. À quel point c'est incroyable. D'un coup, notre cerveau, il a des réactions et c'est des émotions et c'est tellement pas palpable et en même temps c'est tellement présent. Enfin bref, je m'égare, mais en tout cas voilà, c'est ce qui constitue un petit peu ma personne. Mais on peut aussi parler d'IT, de consulting, de projets pro, de tout en fait, d'organisation et voilà. J'espère que ça vous donne un aperçu un petit peu plus exhaustif ou en tout cas voilà, qui est assez développé de ma personne. Vous pouvez en apprendre énormément également sur Instagram et si je fais cette présentation là, c'est pas pour parler de moi, loin de là, c'est plutôt pour déjà qu'on apprenne à se connaître. Si vous pouvez me dire aussi qui vous êtes dans les commentaires avec grand plaisir. Vous le savez, j'aime énormément échanger, que ce soit en DM ou quand on se croise dans Paris et tout. D'ailleurs, j'en ai même croisé à Dubaï, même au Canada et tout, donc bref, communauté de fous. Voilà. Mais c'est aussi surtout parce que ça peut permettre à des personnes là qui me regardent de s'identifier et de se dire en termes d'un point de vue pro, voilà, bah, c'est une personne à qui je peux m'identifier donc je peux la suivre parce que je vais avoir des idées sur ça. C'est une personne avec qui on partage aussi un rythme peut-être d'âme similaire. Ah, je savais pas que quelqu'un était comme moi sur tel point, sur tel point. J'ai rencontré par exemple énormément de gens qui vivaient mal leur introversion. Énormément qui vivaient mal leur introversion, qui avaient l'impression d'être bizarres parce qu'ils aimaient être seuls, que leurs amis les comprenaient pas, que voilà, et donc en parlant avec moi, et je partage, en fait je suis 95% du temps seule, bah, ces gens-là ils ont appris à accepter leur personnalité qui est innée et qui n'est pas du tout bizarre, même si l'extraversion semble être la norme. J'en parle dans un podcast donc, qui est dispo sur toutes les applis de podcast qui s'appelle Le culte de la solitude, si vous voulez aller le voir, enfin l'écouter. Et voilà quoi. En fait, c'est surtout pour ça, pour qu'on essaye de créer une communauté qui nous ressemble, pour nous, par nous, et qu'on se motive à faire des choses, peu importe lesquelles, peu importe dans quel domaine, peu importe si c'est également ne rien faire et juste prendre soin de soi, c'est aussi quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. En parallèle, je pense faire une session FAQ parce qu'il y a plein de choses auxquelles ChatGPT n'a potentiellement pas pensé. Et voilà, je la ferai si ça vous intéresse et si vous en ressentez le besoin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne semaine, bonne soirée, bonne journée en fonction de votre fuseau horaire et bon courage pour tous vos projets et prenez soin de vous, surtout de votre cœur. Faites-vous toujours passer avant, sans égoïsme bien sûr. Gros bisous!